Bonjour à tous, nous sommes le samedi 29 novembre 2025 et notre cher ami Mark Sloboda est avec nous. Bon retour parmi nous, Mark. Nima, merci de m'avoir invité. C'est toujours un honneur et un plaisir d'être sur DialogueWorks. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime. Vous pouvez suivre Mark sur boosty.io/The Real Politic. Allez-y et suivez Mark, car vous allez y trouver beaucoup de choses. Je le vois à chaque fois, parce que je reçois un email chaque fois que vous publiez quelque chose sur votre Boosty, et je pense que vous allez y trouver beaucoup d'informations et apprécier le contenu. Allez-y, s'il vous plaît, et abonnez-vous. Mark, laissez-moi commencer par ce qui se passe en ce moment entre la Russie et les États-Unis, et les discussions. Le plan en 28 points, puis celui en 19 points, puis en 22. Personne ne sait même combien de points contient le document actuellement. Il semble qu'ils aient remis un document au gouvernement russe pour l'étudier, afin de voir ce qu'il contient enfin, exactement, après tout ce chaos. Vous savez ce qui m'étonne vraiment? C'est que Ryabkov, que je considère comme l'un des responsables les plus intelligents et les plus brillants de Russie, ait dit « Nous n'allons pas jouer à ces sales jeux qu'ils essayent de lancer ». Mais comment voyez-vous l'ensemble du dossier ukrainien? Parce que, à mon avis, peu importe ce que contient ce document, tant qu'il n'est pas conforme à ce que la Russie veut en Ukraine. La Russie est la gagnante. La Russie est la gagnante de ce qui se passe en Ukraine. C'est à elle de décider ce qu'elle veut tirer de la guerre en Ukraine et comment elle envisage la neutralité de l'Ukraine à la suite de tout règlement ukrainien. Quelle est votre compréhension? Quelle est votre opinion sur ce qui se passe? Oui, je suis d'accord. Sergei Ryabkov est en quelque sorte le mauvais flic du ministère russe des Affaires étrangères, n'est-ce pas? On le considère comme, disons, peut-être le numéro 2 du ministère. Beaucoup de gens pensent qu'il succédera à Lavrov lorsque celui-ci sera autorisé à se retirer. Mais chaque fois que la Russie doit adopter une position dure pour vraiment faire passer ses messages à ses adversaires, ces pays qu'elle appelait autrefois ses partenaires, c'est Ryabkov qui s'en charge. Il a clairement indiqué la semaine dernière que la Russie ne faisait aucune concession, qu'elle en avait déjà fait suffisamment, n'est-ce pas? Et Trump lui-même l'a d'ailleurs dit cette semaine. Un journaliste lui a demandé quel genre de concession la Russie allait faire. Et Trump dit, eh bien la concession russe, c'est qu'ils ont accepté d'arrêter d'attaquer et de prendre davantage de territoire ukrainien. Et c'est tout. Autrement dit, c'est à peu près toute l'influence qu'ils ont sur la Russie. C'est-à-dire pratiquement aucune, du moins dans cette situation particulière avec l'Ukraine. Oui, les Russes sont, je pense, en train d'observer tranquillement pour l'instant, regardant l'administration Trump s'agiter maladroitement comme une poule sans tête. De toute évidence, l'administration Trump n'a ni l'influence ni le contrôle sur le régime de Kiev, sur les Européens, ni même sur le gouvernement américain, dont elle aurait besoin pour faire aboutir un quelconque accord de paix. Et je pense qu'il faut insister sur ce dernier point. Poutine l'a d'ailleurs souligné, n'est-ce pas? Il a dit que le principal problème des négociations de paix actuellement, il a dit cela à Bishkek, lors d'une conférence de presse après une réunion de l'Organisation du traité de sécurité collective. Le principal problème, c'est l'Occident collectif lui-même, qu'il n'y a pas d'accord entre eux et qu'il existe des divisions internes aux États-Unis. Exactement. Et en ce moment, je compte les personnes qui veulent que ce processus de paix avance, quelles qu'en soient les conditions. Quelles qu'en soient les conditions. Ne parlons même pas encore de savoir si cela est acceptable pour la Russie, mais simplement de qui veut réellement un règlement de paix à ce stade.
Je compte Trump, Vance et Witkoff, peut-être Driscoll. Nous ne savons pas vraiment ce qu'il en pense personnellement à ce stade. Nous savons qu'il est très proche, politiquement loyal et dépendant de Vance et de Trump. C'est tout. Oui. La plupart des autres membres de son administration ne veulent pas de cela. Kellogg n'en voulait pas. Maintenant, il démissionne et sera remplacé par Driscoll. Rubio, évidemment, ne veut rien avoir à faire avec tout ça. Il garde le silence sur tout ce qui se passe ici. Et je pense qu'il se laisse simplement acheter en se disant « Eh bien, vous savez, laissez-nous gérer la Russie et vous pourrez faire ce que vous voulez avec le Venezuela. » Je pense qu'il y a en fait une sorte d'accord. Marc, je pense qu'on peut dire qu'environ 75% de l'administration est néoconservatrice. Oui, absolument. Je veux dire, nous ne connaissons pas les chiffres exacts, mais c'est la majorité, non? Et ce n'est pas difficile à comprendre, parce que quand on parle de néocons dans le contexte moderne, c'est bipartisan. Les néocons ont pris le contrôle de Washington après les années 1990. Ils ont pris le contrôle de la manière dont on conçoit la politique étrangère et la politique militaire. Tu te souviens, dans les années 1990, il y avait ce Project for a New American Century. C'était le cœur du mouvement néoconservateur. Eh bien, aujourd'hui, il y a un nouveau groupe de réflexion à Washington, le Center for a New American Security, qui est en gros le nouveau Project for a New American Century. Sauf, il est bipartisan. Il représente un consensus des deux côtés de la division Koch-Pepsi du théâtre politique américain. Le tout au service de l'hégémonie et de la primauté mondiale menée par les États-Unis et l'Occident. Il y a un consensus à ce sujet. La politique étrangère diffère généralement très peu d'une administration à l'autre. Trump est un peu une aberration à cet égard, non seulement à cause de sa politique étrangère, disons plutôt amateur, mais aussi en raison de sa conviction instinctive en une relation transactionnelle. Et, selon lui, cela signifie que tout le monde vient à sa cour, lui rend hommage et lui jette de l'argent, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est ainsi que, vous savez, les pays arabes, eh bien c'est ainsi qu'on obtient les faveurs de Trump. Et sinon, il fait du chantage, comme un parrain de la mafia. Si vous ne baissez pas vos barrières commerciales, alors mon cousin Vinny ici va venir vous casser la jambe et brûler la maison de votre cousin. Je veux dire, c'est comme ça qu'il fonctionne. Sauf qu'il menace les terroristes et tout le monde. Mais au sein de son administration, tout d'abord, je pense qu'il est essentiel de souligner qu'il n'y a pas de vision cohérente de la politique étrangère, parce qu'il n'y a pas d'accord. Trump écoute différentes personnes présenter leurs arguments, et cela est ouvertement discuté dans les médias occidentaux. Ce n'est plus une surprise pour personne à ce stade que la dernière personne à qui il a parlé et qui l'a convaincu, c'est cette opinion qu'il adopte pour les 15 prochaines minutes, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le convainque du contraire. Et évidemment, cela fait aller la politique étrangère dans un sens, puis dans un autre, puis encore dans un autre. Et vous savez, ce n'est pas une sorte d'échiquier en 5D. Personne ne sait ce qu'il fait. Ils ne savent pas ce qu'ils font, n'est-ce pas? Et cela conduit bien sûr à, eh bien c'est une mauvaise situation pour les États-Unis, mais c'est aussi une mauvaise situation pour le monde, car il faut composer avec un pays erratique et instable. Vous savez, il n'est peut-être plus l'hégémon qu'il aspire à être, mais il reste encore le premier parmi les grandes puissances à bien des égards, notamment en matière de projection de puissance à travers le monde. Cela rend donc très difficile pour les autres pays de gérer la politique étrangère américaine. Et je pense que le gouvernement russe devient extrêmement frustré par cette situation. C'est évident, d'après ce que nous avons entendu de Lavrov et de Poutine ces dernières semaines. Ils sont frustrés. Ils pensaient avoir trouvé un terrain d'entente avec Trump à la sortie de l'Alaska.
Ce n'était pas un accord, n'est-ce pas? Il n'y avait pas d'accord, mais il y avait une entente. Et il voulait que cette entente serve de base à tout règlement diplomatique du conflit ukrainien, si une telle chose est même possible à l'avenir. Et Trump, en revenant d'Alaska, a tout simplement pris la direction complètement opposée. Il a commencé à parler d'envoyer des Tomahawks, puis à imposer des sanctions à Rosneft et à Lukoil, n'est-ce pas? Les Russes se disent « je croyais qu'on en avait parlé. On avait un accord. » Et lui répond « oui, mais ensuite j'ai parlé à ces types, et ils m'ont dit autre chose. Et bon, d'accord, les choses ne se sont pas passées comme ils l'avaient dit. Maintenant, je change à nouveau de direction. Mais je n'ai en réalité pas le pouvoir de faire bouger mes propres gens. Encore moins le régime à Kiev. Encore moins les Européens. Encore moins les médias traditionnels. Parce qu'aux États-Unis, il y a des gens au sein même de son administration qui ne sont pas d'accord avec ça. Tu as l'État profond, n'est-ce pas? Le blob, comme l'a appelé Ben Rhodes, la bureaucratie permanente, peu importe comment tu veux l'appeler. Les services de sécurité, le département d'État, le Pentagone, voire le complexe militaro-industriel. C'est le consensus de politique étrangère, qu'on soit au pouvoir ou non. Et puis, de toute évidence, la majorité des deux chambres du Congrès, les deux partis politiques, ne soutiennent pas cela. Il n'a qu'une minorité marginale. Et celle qui s'est vraiment démarquée, c'est Marjorie Taylor Greene. Quoi que je puisse penser d'elle, et ce n'est pas grand-chose. Mais c'était la seule personne vraiment vocale à ce sujet à la Chambre. Et il l'a complètement aliénée, et elle démissionne, ou quelque chose comme ça à ce stade. Donc les deux partis dans les deux chambres du Congrès sont contre cela. Et en plus de ça, les médias sont contre. Les médias, le quatrième pouvoir, on les appelle ainsi pour une raison, car ils sont un acteur politique majeur. Ils ont été un moteur idéologique, comme un coup de fouet, tout au long de ce conflit. Vous savez, pourquoi n'avez-vous pas envoyé ces armes? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous ne croyez pas à la victoire de l'Ukraine. C'est littéralement comme ça. Donc, tous sont contre cela. En plus du régime de Kiev, en plus des Européens. Donc il n'a tout simplement pas la volonté, ni le capital politique nécessaire pour imposer une sorte d'accord qui, oui, serait favorable à la Russie. Parce que les faits sur le terrain, en réalité, sont favorables à la Russie à ce stade. Et Poutine l'a clairement dit, nous n'en avons pas besoin. Nous atteignons les objectifs de l'opération militaire spéciale sur le terrain, n'est-ce pas? Et nous les atteindrons militairement. Cela peut prendre un peu plus de temps. Cela peut nous coûter. Mais nous le faisons et nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout et nous n'avons aucun doute à ce sujet. En fait, nous ne subissons aucune pression pour faire des compromis désordonnés, n'est-ce pas? C'est nous qui fixons les conditions. Nous pourrions même préférer cette solution à ce stade. Mais, vous savez, nous ne sommes pas des gens incivilisés ou déraisonnables. Si nous pouvons atteindre nos objectifs, ou du moins une certaine interprétation de ceux-ci, n'est-ce pas? Diplomatiquement, nous sommes prêts à le faire. Nous savons que le reste des BRICS, vous savez le bloc des BRICS, n'est-ce pas? La Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, ils sont tous favorables à une option diplomatique, si une telle chose est possible. Donc nous essayons de nous présenter comme, vous savez, les adultes dans la pièce, les anciens hommes d'État, n'est-ce pas? Qui sont, vous savez, à un autre niveau, ne jouant pas à ces jeux sales, comme l'a dit Ryabkov. Mais la Russie est extrêmement frustrée. L'une des choses, en plus de ne pas aller jusqu'au bout et de changer d'avis, vous savez, encore une fois, Trump est en grande partie responsable de cette incohérence, de cette instabilité. Mais aussi, le gouvernement américain, en ce qui concerne la Russie,
en est venu à comprendre de plus en plus que les États-Unis sont diplomatiquement incapables. En partie, encore une fois, parce que l'administration Trump ne contrôle pas le gouvernement américain à un degré très significatif, ni la politique étrangère des États-Unis. Mais aussi parce que la manière dont les Russes ont l'habitude de mener leurs affaires diplomatiques avec les États-Unis, avec d'autres grandes puissances, passe par un processus très sérieux, formalisé et rigoureux, n'est-ce pas? On constitue des équipes diplomatiques, elles se consultent, elles élaborent des projets de documents, ceux-ci sont renvoyés, puis il peut y avoir des canaux parallèles et des révisions, n'est-ce pas? C'est un processus très rigoureux et formalisé. Et Poutine a de nouveau souligné ce week-end que ce n'est pas simplement « voilà comment je veux le faire ». C'est comme ça que les choses ont toujours été faites, et c'est la seule façon de les faire, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas se contenter d'une poignée de main, d'un clin d'œil et d'un signe de tête dans une salle enfumée. Tu vois, lors d'une réunion informelle, ce n'est tout simplement pas acceptable pour le niveau de politique des grandes puissances, n'est-ce pas? D'abord, nous ne vous faisons pas confiance plus loin que... Eh bien, je ne veux pas dire plus loin que Poutine pourrait lancer quelqu'un. Parce que Poutine, tu sais, avec un mouvement de judo, pourrait probablement le projeter un peu plus loin que moi. Mais, tu vois, ils ne peuvent tout simplement pas compter sur les États-Unis ou sur l'Occident. Ils exigeraient donc un niveau encore plus élevé, tu sais, d'un certain type de mécanisme juridique international qui lierait l'Occident à ce qu'il accepte, du moins tel que personnifié par les États-Unis. Parce que franchement, je ne le vois pas. Je veux dire, les États-Unis se retirent de je ne sais pas, du traité sur les missiles antibalistiques, du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, du traité ciel ouvert. Ils ne veulent pas renouveler le New START. Ils se sont retirés du JCPOA. Vous savez, ils riaient sous cap tout le temps à propos de Minsk, qui était inscrit dans une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU dans le droit international. Vous voyez ce qui se passe avec les cessez-le-feu négociés par les États-Unis avec Israël, alors qu'Israël bombarde Gaza chaque jour. Je veux dire, il n'y a rien de fiable. Il n'y a aucune base de confiance. Et encore une fois, pour une diplomatie sérieuse, le niveau de professionnalisme, de précision et de travail requis, l'administration Trump manque tout simplement de patience. Il manque une attention aux détails et la capacité professionnelle nécessaire pour mener une diplomatie à ce niveau. Et c'est un vrai problème. Ce n'est pas seulement un problème pour la Russie, c'en est un pour le reste du monde aussi. Je veux dire, la Chine doit être en train d'observer en ce moment. Il existe un accord informel pour mettre la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine en pause, pour prendre un peu de recul. Mais ce n'est clairement pas un règlement définitif. Et la Chine devra à nouveau dialoguer avec les États-Unis à un moment donné, et je suis sûr que tout ce processus ne leur inspire pas non plus une grande confiance quant à la possibilité de mener des négociations sérieuses avec les États-Unis. Marc, avant d'entrer dans les détails de ce qui se passe, comment penses-tu que la Russie perçoit l'ensemble de l'accord, tout le règlement, si quelque chose se produit? Supposons qu'ils obtiennent une sorte de règlement en Ukraine. Je pense que c'est une mauvaise hypothèse dans ce cas. Oui, c'est très probable. Puisque vous avez évoqué la vision d'ensemble de la situation, je voudrais savoir quelle est la perception de la Russie concernant un éventuel règlement. Qui en serait le garant si cela devait se produire? Nous savons que c'est presque impossible. Mais si cela arrivait, car Poutine a récemment déclaré que si un règlement voyait le jour, il doit être, reconnu au niveau international. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Right au niveau international. C'est ça le problème.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a aucune autorité supérieure pour demander des comptes aux États-Unis. En fin de compte, quelle que soit la fiction ou le prétexte que les États-Unis, l'administration Trump, essaye de présenter, avec un arbitre soi-disant neutre censé apporter la paix à deux parties en guerre, le conflit est en réalité entre la Russie et les États-Unis, au bout du compte. C'est ainsi que la Russie le comprend. Elle veut finalement impliquer les États-Unis dans ce processus d'accord. Mais comment leur demander des comptes à ce sujet? Qui sait? Je ne le sais pas vraiment non plus, parce que, vous savez, vu la manière dont l'administration Trump a fonctionné, même si Trump y consentait pendant 15 minutes, ou même jusqu'à la fin de son mandat, qu'est-ce qui empêcherait le prochain dirigeant arrivé au pouvoir d'annuler tout cela? Comme Trump l'a fait en arrivant avec le JCPOA, avec l'Iran et tout le reste. Je pense donc qu'en fin de compte, c'est un sujet de discussion très sensible au sein du Conseil de sécurité russe, vous savez, au sein du Kremlin, qu'on ne peut pas leur faire confiance. Nous ne pouvons pas garantir qu'ils iront jusqu'au bout, même s'ils en avaient la volonté, même s'ils en avaient le pouvoir, même s'ils étaient d'accord avec les réalités sur le terrain, afin de préserver une sorte d'état proxy anti-russe en Ukraine, même s'ils parvenaient d'une manière ou d'une autre à contraindre le régime de Kiev et les Européens et à obtenir un consensus au sein de leur propre gouvernement. Même dans ce cas, comment pourrions-nous leur faire confiance au-delà, disons, au strict minimum de la prochaine administration? Je ne le pense pas non plus. Et je sais que c'est dans la nature de Poutine, sa nature prudente et légaliste, de chercher un règlement diplomatique. Je pense qu'ils ont été détrompés de l'idée que cela soit vraiment possible. Dans une large mesure, ils ne font plus que suivre la procédure à ce stade. Ils ne croient même plus que l'Occident soit capable de se mettre d'accord sur quoi que ce soit, car n'importe qui peut tout faire échouer. Si le régime de Kiev n'est pas d'accord, que vont-ils faire? Si les Européens ne sont pas d'accord et continuent d'acheminer des armes, ce n'est pas un accord. Cela ne règle rien. Les États-Unis devraient donc mettre de l'ordre dans leurs affaires. C'est censé être ce qui se passe en ce moment, non? Avant que les États-Unis ne présentent officiellement cela comme une négociation avec la Russie. Et il y a ce récit dans les médias occidentaux, selon lequel il s'agirait d'un document russe qui aurait été refilé. C'est absurde, non? C'est du pur, complet non-sens. Cela a été concocté par les États-Unis, élaboré, semble-t-il, par Witkoff et Kushner, tu vois, comme sur une serviette de restaurant, vu le niveau de professionnalisme qu'il contient, n'est-ce pas? Et il y a quelques éléments enjolivés ajoutés, comme s'ils avaient appelé Dmitriev, tu vois, et lui avaient dit « Et qu'en penses-tu » Et peut-être que cela a influencé quelques points du document. Mais au final, si on résume tout cela, c'est encore une fois un ultimatum pour un cessez-le-feu sur la ligne de contact actuelle, avec de vagues promesses d'un règlement de paix à venir, n'est-ce pas? Évidemment, le régime de Kiev, au cours de la dernière semaine, a rejeté tout ce qui, dans ce plan en 28 points, pourrait être acceptable pour la Russie. Donc il n'y a rien ici. C'est un cercle vicieux. Vraiment, c'est le cas. Et la Russie regarde simplement en arrière, en se demandant « Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe ?» Puis elle hausse les épaules et retourne sur le champ de bataille. C'est tout. Ils doivent maintenir un jeu diplomatique, n'est-ce pas? Parce que, encore une fois, cela permet de garder le reste du monde, le Sud global, les grands pays des BRICS, à bord. Et ils ont besoin qu'ils soient de leur côté. C'est l'un des points essentiels. La Russie n'a pas seulement gagné la guerre économique, dans le sens où la tentative de les étrangler économiquement et de détruire leur économie a échoué. Ils gagnent militairement sur le champ de bataille, mais ils ont aussi remporté la victoire sur le plan politique.
la guerre diplomatique visant à rallier le reste du monde à un camp ou à l'autre. Exactement. C'est ce que les États-Unis ont essayé de faire et ont complètement échoué à accomplir en dehors de l'Occident. Et la Russie doit continuer à faire en sorte que le reste du monde la voit comme « nous sommes les responsables, nous sommes les raisonnables, nous sommes toujours prêts à engager le dialogue diplomatique ». Ce sont ces fous, vous savez, ces gens qui ne savent pas se tenir, avec qui nous devons composer. Et vous comprenez, parce que vous devez aussi traiter avec eux, n'est-ce pas? Vous savez, les guerres tarifaires et tout le reste. C'est ainsi que la Russie maintient le reste du monde dans ses échanges commerciaux. Cela a permis de maintenir son économie, ce qui contribue à soutenir son armée et son système politique. En fin de compte, ces relations commerciales sont d'une importance vitale pour que la Russie puisse poursuivre tout cela, ou à l'inverse, pour les étouffer et y mettre fin. Donc, je ne pense pas que la Russie ait vraiment le moindre espoir à ce stade pour ce processus. Je pense qu'ils font semblant pour la forme diplomatique. Mais je crois qu'ils constatent à quel point l'administration Trump, du moins Trump lui-même, manque de compétences, de capital politique et de volonté. Car je ne pense même pas qu'on puisse parler d'administration, puisqu'ils ne sont pas unifiés. Trump et ses proches ne l'ont pas. Donc, Trump avait son plan en 28 points. Et ce qu'il était censé faire, tu vois, c'était d'abord de mettre son propre camp d'accord. Oui, parce qu'avant de se lancer dans la diplomatie, avant de négocier les termes avec la Russie, il est logique, non, qu'ils doivent d'abord rassembler les siens. C'est un gros problème depuis le début. La plupart des négociations n'ont été qu'un cercle vicieux avec l'Occident qui tourne en rond, tu vois, et la Russie qui dit « Vous avez réglé vos histoires entre vous là ?» Non? Bon, peu importe. C'est toujours ce qui se passe. Ils ont donc eu cette réunion à Genève, présentée la semaine dernière par le nouvel envoyé américain auprès du régime de Kiev, Daniel Driscoll, le secrétaire de l'armée. Il est venu et leur a passé un savon. C'est un ultimatum. Les choses vont se passer comme ça. Vous allez signer ça d'ici Thanksgiving, et ensuite on va mettre fin à ce cirque, a-t-il dit. Cette merde doit s'arrêter. Il a utilisé un langage cru de ce genre, ce qui est vraiment nécessaire, et ils l'ont tout simplement ignoré. Puis, Genève a eu lieu le week-end dernier, du dimanche au lundi, et je ne sais pas ce qui s'est passé, car on pourrait penser que les États-Unis auraient de l'influence sur Kiev. Mais ce que nous avons entendu, en provenance de Genève, c'était la couverture médiatique. Oui, nous avons entendu exactement le contraire. Donc tout d'abord, les personnes que Zelensky a envoyées pour négocier avec les États-Unis, les deux principaux, étaient Andriy Yermak, son chef de cabinet, et Rustem Umerov, ancien ministre de la Défense et désormais chef du Conseil de sécurité nationale et de défense. Tous deux ont été impliqués dans cette enquête pour corruption menée par le NABU la semaine précédente. Je pense qu'il faut d'abord comprendre que le NABU et le SAPO, ces organismes de surveillance de la corruption, ont été conçus, mis en place et sont encore largement sous le contrôle des États-Unis et de l'Union européenne. Techniquement, c'est l'UE member qui les finance, mais je crois que ce sont toujours les États-Unis qui les contrôlent réellement. Je crois que la semaine dernière, ils ont donné le feu vert pour ces enquêtes. Puis les discussions de Genève ont commencé, et ils sont passés au feu jaune clignotant. En gros, pause. Après cela, le régime de Kiev est sorti de Genève en disant que le plan en 28 points de Trump est éteint, qu'il est mort. Nous avons vaincu Trump. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont déclaré la victoire à la sortie de cette réunion et ont essentiellement affirmé qu'ils n'accepteraient aucune concession territoriale, ce qui, du moins d'après ce que nous avons vu dans Axios, constituait une grande partie de ce plan en 28 points.
du moins dans la version qui existait. Ils ont dit, nous n'allons pas accepter que quiconque nous dise que nous ne pouvons pas rejoindre l'OTAN. Nous n'allons pas accepter de limitations sur la taille de notre armée, la démilitarisation, et nous n'allons certainement pas permettre à quiconque de nous dire comment gérer notre propre système politique. La dénazification. Voilà, donc rien. Ils ont absolument rien accepté. Et ils exigent un cessez-le-feu, ce que, comme vous le savez, la Russie a toujours refusé jusqu'à la fin d'un processus diplomatique. Et toute la semaine, ils paradaient en disant « c'est fini, c'est sans objet, nous avons un plan en 19 points, ou maintenant un plan en 22 points, différent, mais le plan en 28 points est mort, oubliez-le ». C'est ce que Yermak a dit à Simon Schuster dans un grand article de The Atlantic, où il se pavanait. Eh bien, je pense que ce que nous avons vu au cours des dernières 24 heures, c'est l'administration Trump qui riposte, n'est-ce pas? Parce que Yermak, ils viennent tout juste de le faire tomber. Il est parti. L'homme tout-puissant dont on disait qu'il détenait le véritable pouvoir du côté ukrainien, le vrai pouvoir en Ukraine, n'est-ce pas? Le cardinal gris de Zelensky, son chef de cabinet, qui était tout-puissant. Ils utilisaient même ce terme de bromance, Zermak, Zelensky plus Yermak. Ils étaient inséparables. C'était lui qui dirigeait vraiment tout en coulisses. Et maintenant, il est parti, à peine un jour après avoir proclamé la victoire et paradé en disant que le plan Trump était mort, qu'il n'existait plus. Les enquêteurs ont fait une descente chez lui dans une grande mise en scène publique. Et en quelques heures, nous avons appris qu'il avait soi-disant démissionné, n'est-ce pas? En réalité, il a été limogé par Zelensky, apparemment sous la pression des États-Unis. Je ne vois pas d'autre explication possible. Nous savons que les États-Unis, Politico avait publié des articles à ce sujet il y a quelques mois, disaient déjà que l'administration Trump en avait vraiment assez de Yermak. Ils le considéraient comme un obstacle. Et rien ne s'était produit à ce moment-là. Mais je pense que nous en voyons aujourd'hui la concrétisation. Nous savons aussi pourquoi, il y a quelques mois, Zelensky faisait tout son possible pour prendre le contrôle personnel du Nabu et du Sapo, n'est-ce pas? Parce qu'il savait que cela allait arriver. Ils ont compris, vous savez. Ils disposent de leur propre service de renseignement au sein de leur régime. Et ils ont vu le Nabu et le Sapo monter un dossier pour les faire tous tomber. Ils ont essayé d'en prendre le contrôle et le Sapo les en a empêchés. Eh bien, à l'époque, cela semblait venir des Européens, mais c'est presque certainement aussi le fait des États-Unis. Et les Européens sont horrifiés par tout cela, n'est-ce pas? Ils comprennent que cela déstabilise politiquement le régime en pleine période de crise, le long de la ligne de contact et face à une catastrophe économique imminente. Alors que les Européens ne peuvent tout simplement pas financer le régime de Kiev l'année prochaine, du moins pas sans saisir les avoirs russes, ce qui leur permettrait de prolonger la survie du régime d'un an et demi peut-être. C'est ça, un an et demi tout au plus, parce que la Belgique et Euroclear y résistent encore. Puis le plan de paix de Trump est sorti et il a en fait bloqué toute cette saisie d'actifs aussi, car dans son plan de paix figurait la manière dont il allait en prendre le contrôle. Il dit que sur cet argent, ces 300 milliards de dollars, un tiers retourne à la Russie, un tiers va à la reconstruction de l'Ukraine, si l'on veut appeler cela des réparations. Mais il a aussi dit que les Européens doivent débourser 100 milliards supplémentaires qu'ils n'ont pas pour la reconstruction de l'Ukraine. Et le reste va à Trump, va aux États-Unis. Il revendique une partie des avoirs de la Russie. Une autre raison pour laquelle ce plan en 28 points était une absurdité et une ineptie totale, n'est-ce pas? Mais les Européens ne peuvent pas vraiment voler l'argent que le plan de Trump prévoit qu'ils prennent.
Ils étaient donc furieux à ce sujet. Ils étaient tous contrariés. Et ils ne savent tout simplement pas comment gérer cette situation maintenant. Parce que toute leur méthode pour gérer Trump lors de sa deuxième administration, afin d'éviter la réapparition de la fracture transatlantique qui s'est produite pendant sa première administration, consiste simplement à se coucher et à faire le mort chaque fois qu'il dit quelque chose, puis à essayer de manipuler la situation en coulisses, à l'abri des regards du public, pour le ramener dans le droit chemin. C'est comme ça qu'ils procèdent. Ils acceptent tout publiquement, n'est-ce pas? C'est Mark Rutte qui appelle Trump « papa ». Tu vois? C'est le schéma habituel. Mais ils en sont arrivés à un point où ça ne fonctionne plus, parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas, dans leur mentalité, dans leur esprit, dans leur cadre de pensée, accepter quoi que ce soit de tout cela. Et ils sont complètement perdus. Maintenant, avec Yermak forcé de démissionner, cela va vraiment affaiblir Zelensky, non? Tous les couteaux vont être de sortie à Kiev maintenant. Bien sûr, ce n'était pas entièrement les États-Unis. Je crois que l'administration Trump a donné son feu vert, non? Mais il y a aussi beaucoup de facteurs internes derrière tout cela. L'un d'eux est l'ancien oligarque et protecteur de Zelensky, Ihor Kolomoïski, qui l'a aidé à accéder au pouvoir. Il dirigeait l'émission télévisée « Serviteur du peuple », dans laquelle Zelensky jouait le rôle d'un homme devenu président de l'Ukraine par accident. Et en substance, c'est ce qui s'est produit. Il y avait un scénario, et ce scénario, d'une certaine manière, est devenu réalité, puis Zelensky est réellement devenu président. C'est tout le concept. Le nom de son parti politique est même identique à celui de l'émission, Serviteur du peuple. Celle-ci était diffusée sur la chaîne de Kolomoïski. Mais à un moment donné, Zelensky s'est retourné contre Kolomoïski, peut-être sous la pression des États-Unis, et Kolomoïski fait toujours l'objet d'une enquête nominale et reste hors du tribunal. Il en riait la semaine dernière. Il disait, tu sais, Napoléon, comme il appelait Zelensky, parce que Zelensky avait aussi joué Napoléon dans une série télévisée diffusée sur sa chaîne, est mort, non? Il est parti. Et il s'en réjouissait, affirmant que c'était ce qui allait se produire. Il est donc évident qu'il en avait eu connaissance à l'avance et qu'il y a probablement participé. Nous avons également beaucoup entendu parler de l'ancien président oligarque du régime de Kiev, Petro Poroshenko, l'oligarque du chocolat, que les Européens ont protégé de Zelensky. Il fait évidemment beaucoup de bruit. Il rêve de reprendre le pouvoir. Il y a aussi le maire de Kiev, Klitschko, l'une des figures de Maïdan, qui est également devenu un opposant virulent. Et il se dit que même Boudanov, le chef du renseignement militaire de Zelensky, à la tête du GUR, ce psychopathe, Kirilo Boudanov, qui parle de tuer des Russes partout dans le monde, aurait été une créature de compagnie élevée par les États-Unis au sein du renseignement militaire du régime de Kiev. Le New York Times s'est même vanté que la CIA était intervenue et avait pris le contrôle, reconstruisant les agences de renseignement ukrainiennes de fond en comble après 2014. Boudanov était leur homme, n'est-ce pas? Ils étaient si fiers du GUR sous sa direction. Ils l'ont propulsé tout en haut. C'est une autre figure dont on parle. De plus, certaines spéculations circulent sur des canaux Telegram ukrainiens, selon lesquels le chef du propre parti de Zelensky, David Arakamia, aurait eu une sorte de, il a certainement eu des problèmes avec Yermak, ce qui signifie qu'il a eu des problèmes avec Zelensky, et qu'il pourrait, dans une certaine mesure, être impliqué dans cette affaire. Mais le feu vert devait venir des États-Unis, et ensuite ils ont, tu sais, agi. Ils ont leurs gens à l'OTAN, au SACO et ailleurs, et c'est descendu, et le scalp de Yermak a été pris. Maintenant, je ne suis pas si sûr que ce soit la fin de Yermak, n'est-ce pas? Il a immédiatement exprimé son dégoût que personne ne se soit précipité pour le défendre.
Je ne sais pas pourquoi il s'attendait à ce que quelqu'un ne soit pas content de son départ, tu vois. Même les gens de l'administration. Tout le monde le détestait. Il le craignait. Il le détestait politiquement. Mais il a annoncé « Je vais au front. Je vais rejoindre l'armée. » Tu veux savoir pourquoi il rejoint l'armée, Nima? Juste parce qu'il est profondément impliqué dans la corruption en Ukraine. Il veut aller quelque part pour ne pas être... Non. Parce qu'en vertu de la loi ukrainienne actuelle sur la mobilisation, tout suspect qui rejoint l'armée voit immédiatement toutes les enquêtes et procédures pénales engagées contre lui suspendues. C'est sa carte sortie de prison gratuite. Je ne pense pas qu'il aille réellement au front ou quoi que ce soit de ce genre, mais il va enfiler un uniforme, n'est-ce pas? C'est leur plan maintenant, le protéger du Nabu et du Sapo. Oh mon Dieu. Oui, donc ne tirez pas un trait sur Yermak pour l'instant, d'accord? Évidemment, il est affaibli. Zelensky est affaibli. L'administration Trump, je crois, était vraiment furieuse, ou du moins Trump l'était, qu'ils aient simplement rejeté tout son plan de paix et tenté d'en dicter les conditions. Et comme je l'ai dit, Yermak a paradé dans The Atlantic, dans des interviews et tout le reste, et puis boum, il disparaît le lendemain. Ce n'est pas une coïncidence à mon avis. Impossible. Mais toutes ces intrigues politiques, au bout du compte, sont sans importance, car rien de tout cela n'aurait de toute façon été acceptable pour la Russie. Maintenant, c'est amusant, terriblement divertissant, du moins pour moi. Je pense que pour beaucoup de gens aussi, non? Ceux qui suivent cela de près. On adore tous voir Yermak recevoir ce qu'il mérite, non? Et Zelensky s'agiter dans tous les sens. Observer l'impuissance du gouvernement américain est, je ne sais pas, infiniment amusant pour moi en tout cas. Je pense, Mark, qu'Umarov est l'une des meilleures options pour les négociations, tu sais, parce qu'il est en quelque sorte un meilleur site. Mais il est aussi impliqué dans tout cela. Ils ont tout le compromat sur lui et il leur suffit de donner le feu vert pour qu'il disparaisse aussi. Donc évidemment, c'est Trump qui essaie de réaffirmer une certaine forme d'influence et de contrôle sur Zelensky. Nous verrons bien ce qui se passera. Mais d'après les dernières informations de ces dernières heures, celui qui va remplacer Yermak à la tête de l'équipe de négociation avec les États-Unis, c'est Budanov, le chef du renseignement militaire. Ce prélude, comme le type sombre, tu sais, bandériste, viscéralement russophobe. Tu vois, ça ne me rassure pas quant à l'avenir de ce processus. S'il doit être, même s'il est censé être une créature des États-Unis, n'est-ce pas? Ou du moins des services de renseignement américains. Je ne pense pas qu'il soit psychologiquement capable d'aucune forme de paix avec la Russie. Je ne le pense pas. Donc, vous savez, encore une fois, tout cela est sans importance, car la Russie n'allait de toute façon jamais accepter quoi que ce soit de tout cela. Ils ont dit, nous pouvons prendre ce plan de paix en 28 points, soi-disant déjà caduc, et l'utiliser comme base de discussion. N'est-ce pas? Ils n'ont pas dit qu'ils étaient d'accord, évidemment non, mais ils ont dit, nous pouvons l'utiliser comme base de discussion, mais nous devons l'examiner mot pour mot. C'est littéralement ce que Poutine a dit. C'est littéralement ce qu'ils ont dit à ce sujet, non? Ils ont clairement indiqué qu'ils n'étaient pas d'accord avec nous. Bien sûr, ils voulaient que, si quelqu'un devait être tenu responsable de cette dernière initiative de paix de Trump, ce soit le régime de Kiev, pas eux, n'est-ce pas? Donc évidemment, ils n'allaient pas dire non. Même si Trump avait réussi à rallier Kiev et les Européens, ainsi que son propre gouvernement, les Russes allaient simplement faire traîner les négociations pendant des mois, voire des années, tout en continuant à imposer leurs faits sur le terrain, sur le champ de bataille, n'est-ce pas? Ils n'allaient pas simplement signer un document et instaurer la paix la semaine suivante.
Non, ils auraient fait traîner les choses pendant des mois, voire des années, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun point de désaccord à débattre, parce qu'ils auraient tout réglé sur le champ de bataille. Donc, au final, tu sais, c'est là que tout se joue. Je veux dire, tout le reste, c'est du bruit de fond. Comme je l'ai dit, c'est un bruit de fond divertissant, mais au bout du compte, ça ne mènera à rien. Et les faits continuent de s'écrire sur le terrain. N'est-ce pas? Et à la fin, oui, il faudra bien une forme de reconnaissance diplomatique. Une sorte de moment de vérité où l'Occident, tu vois, devra... Est-ce qu'ils en sont capables? Peuvent-ils admettre qu'ils ont perdu face à la Russie? Je ne suis pas sûr qu'ils le puissent. Marc, comment vois-tu les articles parus hier dans le Telegraph? Ils affirment que l'administration Trump a décidé de reconnaître la région du Donbass comme faisant partie de la Russie. Comment cela va-t-il se dérouler, selon toi, sachant que la reconnaissance et les concessions territoriales comptent parmi les principales questions en Ukraine? Et tu as mentionné les trois grands enjeux, la limitation de l'armée, la taille de l'armée, et pas seulement la taille, mais aussi l'équipement, la portée des armes dont elle dispose. Oui. Oui, exactement. Et l'OTAN, l'adhésion à l'OTAN. Je ne sais même pas pourquoi on parle encore d'adhésion à l'OTAN. Cela laissait également ouverte la possibilité de troupes de l'OTAN sur le terrain, ce qui, en ce qui concerne l'envoi de troupes britanniques, est précisément ce que la Russie voulait empêcher en entrant en guerre. Ils ne vont donc évidemment pas accepter cela non plus. Pas d'OTAN, pas d'Ukraine dans l'OTAN, pas d'OTAN en Ukraine. Rien à voir l'un avec l'autre, n'est-ce pas? Eh bien, cela leur est tout simplement inacceptable. Tout cela montre que l'Occident n'a pas encore accepté la défaite. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas réellement été vaincu, n'est-ce pas? Le régime de Kiev est en train d'être vaincu, mais même lui n'est pas encore prêt à jeter l'éponge. Vous savez, on parle à nouveau des femmes. Il y a une forte pression pour amener les femmes sur la ligne de front, car ils ne peuvent pas gagner sans elles. Et puis, vous savez, abaisser l'âge de la mobilisation, même s'ils ont déjà laissé des centaines de milliers de jeunes hommes s'enfuir en Allemagne. La même Allemagne dont le chancelier Merz se plaignait, en disant « Ne les laissez pas entrer, enrôlez-les ». Les Européens veulent la guerre. Oui, ils la veulent. Ils veulent la guerre avec la Russie. Ils veulent que les États-Unis les soutiennent dans cette entreprise. Et bien sûr, qu'ils fassent la plus grande partie du travail. Mais ils ne sont pas prêts pour une guerre avec la Russie. Ils ne sont même pas des tigres de papier. Car même sur le papier, dans leur propre rapport interne sur l'état de leurs forces armées, ils sont tous dans une situation terrible, vraiment terrible, militairement parlant. Pendant que la Russie, elle, continue. Voilà. Leur armée croît en effectif total. Elle gagne en expérience de combat, ce qui est peut-être le plus important. C'est l'armée la plus aguerrie. C'est la seule armée au monde, à part quelques régimes, qui soit aujourd'hui capable de combattre dans un conflit moderne, dominé par les drones et les satellites. Le New York Times a publié cette semaine un article reconnaissant que la Russie produit désormais régulièrement bien plus de missiles qu'il ne lui en faut pour ce conflit et qu'elle les stocke. Le ministre allemand de la Défense a dit la même chose il y a un an, que la Russie produisait plus de munitions et plus de véhicules militaires qu'il ne lui en fallait pour le conflit en Ukraine, et qu'elle les stockait. Pendant ce temps, l'OTAN est à bout de ressources, non? Tout ce qu'ils produisent chaque mois part vers le régime de Kiev, et c'est tout ce qu'ils obtiennent. Ils auraient soi-disant coupé le flux de missiles patriotes et d'une douzaine d'autres types d'intercepteurs et de missiles offensifs. Ceux dont le Pentagone affirme qu'il faut doubler, voire quadrupler la production, parce que nous n'en avons plus. Alors, comment pourrait-il faire la guerre à la Russie?
Personne n'a expliqué cela. Je pense que les Européens vivent dans un monde imaginaire. Ils boivent leurs propres potions à un rythme régulier et malsain. Ils vivent dans un monde de fantasmes délirants. La plupart des Américains aussi, et toutes les 15 minutes, Donald Trump également, bien qu'il semble parfois avoir quelques moments de lucidité. Mais ils vont et viennent. Alors, que doit faire la Russie avec ça? Que sont-ils censés faire? Ils connaissent les faits, et Poutine est de plus en plus confiant. Il comprend quelle est la situation réelle. Sa seule préoccupation est qu'apparemment les dirigeants occidentaux, soit parce qu'ils ne sont pas correctement informés, soit plus probablement par un déni idéologique volontaire des faits et de la réalité, sont tout simplement incapables de parvenir à un quelconque règlement diplomatique. Il n'y a donc pas d'autre moyen pour eux d'agir. Mais il y a beaucoup de gens au Kremlin qui s'en réjouissent, tout à fait ravis, car ainsi, il n'y a pas de résultat compliqué ou compromis. Cela prendra peut-être un peu plus de temps et coûtera davantage, mais au final, ce sera mieux. Et en fait, c'est là que j'en suis. Je ne veux pas d'un règlement diplomatique à ce stade, car il serait entaché. Ils ne sont manifestement pas capables d'accepter une reddition et d'accorder à la Russie les concessions qui permettraient même d'atteindre les objectifs minimaux de l'opération militaire spéciale. Et je pense qu'à ce stade, 3 ans après Istanbul, nous avons largement dépassé ce point. Nous avons largement dépassé ce point. Les Russes regardent Odessa et se disent que si nous ne reprenons pas Odessa d'ici la fin de tout cela, alors cela n'en aura pas valu la peine. Ils regardent tout cela et se demandent comment procéder à la dénazification, ou plutôt à la débandérisation de l'Ukraine si nous ne changeons pas de régime ici. Comment cela pourrait-il fonctionner? Parce que je ne vois pas comment cela fonctionne. Je ne pense pas que ce soit possible. Je pense, Marc, que la dénazification pourrait passer par l'un des points du document en 28 points, l'amnistie accordée à l'Ukraine pour les crimes de guerre. Mais c'est exactement le contraire. Il faut s'y opposer. Cette amnistie, elle ne figure pas dans le plan en 28 points. Elle se trouve dans la version Gun Serenko, qui a été remplacée par un membre de la Rada du régime de Kiev sur Telegram. Elle ne figurait pas dans la version en 28 points qu'Axios avait. À ce stade, ils ne savent même plus sur quelle version ils travaillent. Maintenant, il y a eu 2 points de contact intéressants entre la Russie et les États-Unis. L'un d'eux a eu lieu à Abu Dhabi il y a quelques jours. C'était essentiellement une réunion secrète entre un représentant du FSB russe, leur principal service de renseignement et de contre-espionnage, et Kirilo Budanov, encore une fois à Abu Dhabi. Et ce qu'on nous dit maintenant, c'est qu'ils travaillaient sur un échange de prisonniers, n'est-ce pas? Ils maintiennent régulièrement le contact, n'est-ce pas? Même, vous savez, et ainsi de suite. Et c'est possible. Il est également possible que l'échange de prisonniers dont il parlait ait concerné quelqu'un de plus important que de simples soldats. Parce que je ne peux pas m'empêcher de me souvenir de cet épisode près de Pokrovsk où le régime de Kiev a envoyé 3 hélicoptères Black Hawk remplis de forces spéciales, soi-disant sous la direction personnelle de Budanov. Et pour faire quoi? Il me semble évident qu'ils essayaient d'extraire quelqu'un de Pokrovsk et qu'ils ont échoué. Alors peut-être qu'ils ont ensuite essayé de le récupérer par la voie diplomatique à la table des négociations. Tu sais, peut-être que c'était quelqu'un de l'OTAN. Je ne vois pas qui d'autre pourrait être assez important pour qu'on prenne le risque d'envoyer 3 équipes des forces spéciales pour le récupérer. Mais bon, pour une raison ou une autre, et on ne saura sans doute jamais laquelle, ils se rencontraient. Et, je suppose, évidemment prévenus par les Ukrainiens ou par leur propre service de renseignement, ce nouveau Driscoll est apparu là-bas.
il s'est incrusté à une réunion entre les services de renseignement russes et ukrainiens à Abu Dhabi, une réunion censée être secrète, et il s'est simplement présenté. Les Russes ont été très surpris, et ils ont dit quelque chose comme « Écoutez, nous sommes ravis de discuter, mais je n'ai en réalité pas l'autorité pour aborder des questions politiques. » D'accord. Et ensuite, maintenant, nous avons ce qui est provisoirement, parce que la semaine dernière, on nous avait dit que Zelensky devait rencontrer Trump cette semaine. Et maintenant, cela n'aura pas lieu parce que Trump a apparemment changé d'avis là-dessus aussi. Il dit qu'il ne rencontrera pas Zelensky avant la conclusion d'un accord, avant qu'il y ait un accord final. Cela pourrait encore changer la semaine prochaine. Mais, en principe, la semaine prochaine, en arrivant dans cette nouvelle semaine, Witkoff et Kushner sont censés se rendre à Moscou pour discuter de ce plan de paix. Encore une fois, la Russie ne considère pas cela comme un plan de paix. Ils ne le considèrent pas comme un projet. Ils ont déclaré « Ce n'est pas un projet d'accord de paix. Ce ne sont que quelques points de discussion servant de base à de futures négociations. » Ils ne signeront jamais quoi que ce soit qui ressemble à ça. Je serais très curieux de voir qui composera la délégation américaine finale. Marco Rubio sera-t-il présent? Parce que sinon, à quel point cela peut-il être sérieux? Driscoll sera-t-il là, en tant que nouvel envoyé, censé être personnellement et politiquement loyal envers Vance et Trump? Mais remarquez encore une fois qui ils envoient. Ce ne sont pas des responsables du département d'État. Ce sont des personnes personnellement loyales à Trump, Jared Kushner et Witkoff, qui d'une part lui sont personnellement fidèles et en qui il pense pouvoir avoir confiance, et d'autre part n'ont vraisemblablement pas le bagage idéologique, exceptionnaliste et anti-russe excessif de quelqu'un qui a fait carrière au département d'État, au sein de l'État profond. Je pense que c'est la même chose avec la sélection de Driscoll, quoique dans une moindre mesure que d'habitude. Mais troisièmement, ce sont aussi des amateurs. Donc le deuxième point est plutôt positif. Le troisième ne l'est pas, parce qu'ils ne savent absolument pas ce qu'ils font. Exactement. Et ce plan de paix en 28 points, puisqu'on parle de quelque chose ayant force obligatoire, qu'est-ce que cela signifie même en termes de relations internationales? J'ai étudié la théorie des relations internationales et je n'ai toujours aucune idée de ce qu'ils veulent dire. Je veux dire, parlez-vous d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU? Parce qu'on a vu comment les États-Unis et les Européens s'en servent à tout bout de champ. Enfin, elles ne veulent rien dire de toute façon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire légalement? On dirait le langage d'un promoteur immobilier. Oh mon Dieu, c'est bien ce qu'on pensait que c'était, non? Donc, la Russie ne considère rien de ce qui se passe en dessous du niveau du ministère russe des Affaires étrangères, parlant officiellement avec le département d'État américain comme légitime, n'est-ce pas? Ils ne considèrent pas les conversations entre Dmitriev et Witkoff comme autre chose que des prises de contact. Ce n'est tout simplement pas leur manière de faire des affaires. Ils exigent bien plus, beaucoup plus que ça. Et l'administration Trump semble, franchement, incapable de le faire. Trump ne peut pas faire confiance à ses propres gens, à son propre département d'État. Ces loyalistes triés sur le volet n'ont pas la compétence professionnelle nécessaire pour mener cela à bien. Ils ne l'ont pas, encore moins la volonté politique de lier les États-Unis à quelque chose sur lequel le Congrès, l'État profond, les médias et tout le reste ne sont pas d'accord. Les partis politiques, vous voyez. Donc comme je l'ai dit, tout cela est amusant. Je veux dire, le spectacle Trump reste en matière de télé-réalité parmi les plus divertissants qui soient. Mais au final, tout cela n'est que du bruit de fond. Et la seule chose vraiment importante se passe sur le champ de bataille.
En parlant du champ de bataille, j'ai fait une émission sur ma propre chaîne il y a quelques semaines à propos du fait que la véritable surprise dans ce conflit, c'est que les armes ayant un impact réel sur le terrain sont les systèmes d'armes conventionnels russes, en constante évolution. Sans parler de leur nouveau système stratégique, mais surtout de leur système conventionnel. Vous savez, leurs drones, les Geran, les Lancet, les FAB, les bombes planantes désormais dotées d'une portée étendue et de moteurs à réaction. Et les services de renseignement du régime de Kiev ont averti que la Russie en produit 120 000 par an, ce qui représenterait 333 bombes FAB larguées par jour s'ils les utilisaient toutes. Mais la rumeur de la semaine dernière affirme que la nouvelle version, le Geran 3 Black, est désormais capable de traquer les avions du régime de Kiev en vol. Auparavant, ils étaient du type tir et oubli, comme une sorte de missile de croisière bon marché, à l'image des modèles originaux. Mais maintenant, ils sont contrôlés en temps réel grâce à des caméras et des opérateurs, avec une vitesse à réaction accrue, une meilleure manœuvrabilité, une capacité de furtivité améliorée, tout. Et le régime de Kiev a utilisé ces avions fournis par l'Occident, ces F-16 et, vraisemblablement, les Mirage 2000 français. Ils les ont cachés dans l'ouest de l'Ukraine et ne les ont utilisés que dans un rôle limité de défense aérienne, où ils traquaient littéralement les missiles de croisière, mais surtout les drones comme les Geran. Seulement voilà, le chasseur est devenu la proie. Les drones Geran traquent désormais les avions de chasse et les hélicoptères du régime de Kiev. C'est donc un tout nouveau niveau de domination aérienne qui se profile. Et tout cela peut être réalisé à un coût bien inférieur à celui qu'impliquerait de risquer les avions et chasseurs bombardiers de 4e et 5e génération les plus performants de la Russie. Lorsqu'on peut le faire avec un drone à 50 000 ou 100 000 $, c'est une réalité qui change la donne. Une autre chose que j'ai remarquée cette semaine, nous en avons déjà parlé, et je suis sûr que d'autres aussi, c'est que l'une des caractéristiques essentielles du conflit actuel, sur la ligne de contact et jusqu'à l'arrière opérationnel, est l'utilisation massive de drones FPV des deux côtés, et de plus en plus de drones d'attaque russes également dans la logistique et l'arrière. À cause de cela, ils installent ces filets, des filets reliés à des poteaux recouvrant complètement les routes. Comme une perturbation de la logistique et de l'approvisionnement. Eh bien, nous avons aussi vu que les deux camps avaient déjà utilisé des drones équipés de charges aux termites, comme des lance-flammes, comme des souffles-dragons. Maintenant, la Russie a commencé à les utiliser contre les réseaux d'approvisionnement du régime de Kiev. Ils les brûlent tout simplement. On voit des images d'un kilomètre de route recouvert d'un grand filet, et l'ensemble qui s'enflamme et brûle. C'est très grave, des images si surréalistes. C'est fou. Mais vous savez, c'est encore une fois la réalité du conflit moderne. Je ne sais pas si vous voulez appeler ça un conflit post-moderne, peu importe. Le conflit qui se déroule aujourd'hui entre pairs, que les Américains, les pays de l'OTAN n'ont pas mis en place, qu'ils sont incapables de comprendre ou d'appliquer les changements qui se sont produits ici, n'est-ce pas? Ils seraient complètement dépassés en affrontant les États-Unis dans un conflit conventionnel en Ukraine ou, disons, en Moldavie ou ailleurs. À tel point qu'au début de ce conflit, en 2022, je craignais une intervention américaine. Je ne m'en inquiète plus aujourd'hui, car même les Européens ne représentent absolument rien dont la Russie devrait avoir peur, sauf en tant que force de dissuasion humaine susceptible d'entraîner les Américains. Mais je ne considère même plus les Américains comme capables de constituer un véritable défi pour la Russie sur le terrain en Ukraine. Je veux dire, la Russie ne va pas attaquer les États-Unis au Mexique, n'est-ce pas? Donc c'est dans l'arrière-cour de la Russie,
dans son propre type de guerre, n'est-ce pas? Je veux dire, oui, tout est avantagé, mais c'est les États-Unis qui ont déclenché ce conflit, tu sais, avec toute cette histoire depuis 2014, pour commencer. Mais j'ai de moins en moins peur. Tu sais, il y a toujours des coups. Il y a toujours des coups. Et en parlant de coups, nous avons eu une nouvelle escalade au cours des dernières 24 heures. Le régime a utilisé des véhicules nautiques sans pilote, des drones marins, des drones de surface, pour frapper 2 pétroliers qui se dirigeaient vers Novorossiysk, en mer Noire ou au large de la mer Noire, afin de charger du pétrole dans le cadre de ce qu'on appelle, entre guillemets, la flotte fantôme de la Russie, autrement dit, leur flotte. Même si au moins un des pétroliers n'était pas battant pavillon russe, ni doté d'un équipage russe, simplement une partie du commerce pétrolier international, ils ont tous deux été frappés par des drones de surface du régime de Kiev. Et vous savez, ils ont subi des dommages importants. C'est une toute nouvelle escalade, car nous n'avions encore jamais vu ce type d'attaque, d'un côté comme de l'autre, contre des navires civils. C'était en quelque sorte un accord tacite. Désormais, la Russie a frappé des navires dont elle était certaine qu'ils transportaient des armes vers les ports. En général, elle attend qu'ils soient effectivement entrés dans les ports. Mais cela ouvre maintenant la possibilité très réelle d'une escalade totale avec des attaques contre des navires des 2 camps en mer Noire. C'est des images de quoi? Oui, des images de cela, oui. Donc évidemment, c'est une cible facile, c'est un pétrolier. Mais, comme je l'ai dit, il n'avait encore jamais été touché. Alors maintenant, est-ce que la Russie va s'en prendre aux navires commerciaux ukrainiens ou aux navires commerciaux de l'OTAN qui apportent des marchandises en Ukraine? C'est une toute nouvelle escalade de ce conflit que nous n'avons encore jamais vu. De plus, des installations russes, des installations énergétiques, celles du consortium gazier de la mer Caspienne à Novorossiysk, juste du côté russe de la mer Noire, ont également été touchées. Je n'ai pas encore vu de photos, mais j'ai entendu un commentaire, apparemment attribué au consortium gazier de la mer Caspienne, qui contrôle ces installations, affirmant que les dégâts étaient irréparables. Ça ne semble pas bon. Voilà le problème. Ce n'est pas principalement du gaz russe. C'est du gaz kazakh, du gaz du Kazakhstan acheminé par la mer Caspienne jusqu'à la mer Noire puis au-delà. Et pas seulement kazakh, car les compagnies énergétiques américaines y avaient massivement investi. Massivement, n'est-ce pas? Et les compagnies énergétiques russes, dans une moindre mesure aussi. Mais le fait est que les Américains et le régime de Kiev ne pouvaient pas ne pas le savoir. Donc c'est de la spéculation de ma part. Pure spéculation. Mais je vois un scénario où le régime de Kiev, n'est-ce pas, avec Yermak en première ligne, déclare que le plan de paix de Trump est mort. Nous l'avons battu. Nous avons vaincu la bête. Trump donne le feu vert au Nabu et Yermak disparaît le lendemain. Cette nuit-là, le régime de Kiev attaque des installations énergétiques dans lesquelles les États-Unis ont lourdement investi. Des installations qui ne font même pas vraiment partie du système énergétique russe. Elles appartiennent à un consortium gazier qui traverse simplement le territoire russe depuis le Kazakhstan jusqu'à la mer Noire. Donc je n'exclurai pas que Zelensky ordonne une riposte contre les États-Unis après cela. Encore une fois, c'est de la spéculation, mais je pense que c'est une spéculation très solide, tu vois, crédible, selon laquelle Trump aurait ordonné la tête de Yermak. Il se peut donc qu'il y ait, vous savez, des luttes internes sérieuses en cours à ce stade. C'est au moins une possibilité. Je lance simplement l'idée. Et avec tout cela, je dois dire que oui, évidemment, les attaques contre les navires,
les navires pétroliers russes, n'est-ce pas? Ce qui peut se produire en mer Noire peut aussi se produire ailleurs, dans les pays baltes. Et il y a toutes sortes de risques d'une troisième guerre mondiale dans une situation comme celle-là, avec d'autres pays européens impliqués. Et même sans aller jusque-là, les coûts d'assurance explosent. Les navires qui ne battent pas pavillon russe, ce qui représente la majorité de ceux participant au commerce, la flotte fantôme, ne voudront pas risquer leurs navires si le régime de Kiev commence à attaquer régulièrement des navires. C'est donc une toute nouvelle menace économique. Encore une fois, la Russie peut trouver des moyens de la contourner. Elle ne peut pas utiliser la mer Noire, mais elle peut tout faire depuis le Pacifique. Cela reste néanmoins un coût. Tout cela représente un coût. Quant à la possibilité que les États-Unis et Kiev s'affrontent, que ce soit politiquement avec Yermak ou si quelque chose s'est réellement produit avec ce consortium de la mer Caspienne, le Kremlin doit être, pour ainsi dire, assis avec du pop-corn, en train de regarder le spectacle. Du point de vue russe, tout cela concerne la déstabilisation de l'ennemi. Ils se battent entre eux, au moins dans une certaine mesure, sur le plan politique, peut-être même à ce niveau maintenant. C'est au moins un élément qu'ils doivent prendre en compte. Toutes sortes d'escalades insensées, toutes sortes de désespoir. En parlant de désespoir dans la sale guerre, tu sais, on en a déjà parlé, Ignatius en a écrit dans le Washington Post. Comment de plus en plus, alors qu'ils sont incapables, qu'ils sont vaincus sur le champ de bataille, sur la ligne de contact, le régime de Kiev redoublerait d'efforts dans la guerre asymétrique, assassinat, terrorisme. Ce qui se passe à Moscou et dans la région de Moscou depuis quelques semaines, c'est qu'il y a désormais des dizaines d'incidents ou de petits objets, comme des billets de roubles, un portefeuille, une barre sneakers ou un téléphone portable, traînent par terre. Et quand quelqu'un vient les ramasser, comme un garçon de 9 ans qui en a ramassé un, ils explosent et lui arrachent la main. Wow. Oui, c'est tout simplement du terrorisme pur, sadique et malveillant contre les citoyens russes. Comme je l'ai dit, cela ne se produit pas encore à grande échelle, mais le simple fait que cela se produise déjà. Et je veux dire, je ne sais pas à 100% avec certitude que c'est le régime de Kiev et ses agents et opérateurs, mais à 99,5%, c'est presque certainement le cas. Et encore une fois, il y a déjà des vidéos d'avertissement diffusées par les médias russes et sur les réseaux sociaux montrant ce qui se passe. J'en ai fait une sur ma propre chaîne hier soir. J'ai publié une de ces vidéos. Ne ramassez pas ces objets qui traînent dans la rue. Ils doivent prévenir les gens. C'est exactement comme ce que le régime de Kiev a fait à Donetsk pendant des années, lorsqu'ils ont jonché les rues de mines pétales qu'ils faisaient exploser à distance. Et si vous ne savez pas ce que vous cherchez, elles ressemblent à des feuilles sur le sol. Et puis, on marche dessus et on perd une jambe. Ces engins jonchaient les rues de Donetsk pendant des années, de façon régulière, si bien que les habitants les repéraient et mettaient un seau dessus ou quelque chose du genre pour avertir les autres, jusqu'à ce que les équipes de déminage arrivent pour les désamorcer. Cela faisait partie du quotidien à Donetsk pendant des années, jusqu'à ce qu'ils soient repoussés hors de portée de l'artillerie, au cours de la dernière année où ces engins pouvaient encore être tirés. Maintenant, nous avons une sorte d'agents ou d'opérateurs, peu importe, qui font la même chose dans les rues de Moscou. Et encore une fois, cela fait partie d'une tentative de guerre sale visant à déstabiliser politiquement la Russie de l'intérieur, parce qu'ils ne peuvent pas gagner sur le champ de bataille. Bien sûr, avec la mentalité russe, cela va avoir, encore une fois, comme toujours avec ce genre de choses, l'effet inverse. Les Russes ne feront que devenir plus en colère et plus déterminés,
et cela rendra en réalité politiquement plus difficile pour Poutine d'accepter quoi que ce soit de moins qu'une reddition complète et inconditionnelle du régime de Kiev à la fin de tout cela. Parce que comment revenir en arrière et dire au peuple russe, vous savez, les gens qui faisaient exploser les mains de vos enfants avec des bombes terroristes à Moscou, oui, ils vont bénéficier d'une amnistie, tout sera pardonné et ils vont rester au pouvoir à Kiev, et ainsi de suite. Ils rendent cela impossible. Marc, comment vois-tu l'Allemagne? Et si l'AfD arrive au pouvoir là-bas, comment cela va-t-il influencer les choses? Il n'y a aucun moyen que cela puisse arriver. C'est impossible, n'est-ce pas? Toutes les forces politiques en Allemagne, tout comme en France, s'y opposeront. L'AfD ne peut pas obtenir à elle seule une majorité de 50%, et il n'existe aucune autre force politique prête à former un gouvernement de coalition avec elle. Que diriez-vous de la gauche rejoignant l'AfD en matière de politique étrangère de l'Allemagne? Nous savons que la gauche, c'est, eh bien, vous savez, Sarah Wagenknecht, si je prononce bien son nom. Il n'y a aucune possibilité. C'est comme les lions qui se couchent avec les agneaux. Désolé, il n'y a tout simplement aucune possibilité que cela arrive. Pour l'avenir de l'Allemagne, ils doivent le faire. Il n'y a pas d'avenir pour l'Allemagne. Il n'y a pas d'avenir pour l'Europe. John Mearsheimer a fait un exposé à ce sujet, il s'est rendu au Parlement européen et a parlé de l'avenir géopolitique sombre de l'Europe. Un exposé très intéressant. Je ne veux pas dire une discussion, mais une conférence très intéressante qu'il a essayé de donner aux Européens sur ce à quoi ils étaient confrontés. Je recommande à tout le monde de la regarder. L'Europe? Cela a même été reconnu cette semaine dans de grands journaux comme The Telegraph et ailleurs. Les Européens commencent lentement à se rendre compte, du moins certains d'entre eux, qu'ils ne sont pas une grande puissance, qu'ils ne sont plus un acteur géopolitique majeur. Et de plus en plus, ils ne sont même plus un acteur économique puissant, n'est-ce pas? Ils font face à la récession et à la faillite au Royaume-Uni et en France. Le Royaume-Uni pourrait même annoncer qu'il va commencer à vendre des installations diplomatiques à travers le monde, tant il manque d'argent. L'Europe elle s'est suicidée, un suicide économique et géopolitique, avec cette décision, n'est-ce pas? Et vous savez, les États-Unis pourraient subir quelques pertes ici, mais la majorité des conséquences, surtout économiques, devront être supportées par l'Europe, pas par les Américains. En fait, des entreprises européennes déménagent aux États-Unis, où elles peuvent obtenir une énergie relativement moins chère pour continuer leurs activités, les industries à forte consommation d'énergie. C'est un sujet dont on a parlé dans le Wall Street Journal et ailleurs. Les grandes industries européennes qui se déplacent vers les États-Unis. Donc oui, les Européens n'ont aucun espoir. Il est bien plus probable que l'AfD soit interdite par le gouvernement allemand plutôt qu'elle n'arrive un jour au pouvoir. Je veux dire, s'il en arrivait là, ils en ont déjà discuté assez ouvertement, mais il n'y a aucune possibilité que l'AfD prenne le pouvoir en Allemagne. Il y a davantage de chances que le Rassemblement national arrive au pouvoir en France, et cela reste aussi très improbable, n'est-ce pas? Maintenant, le Royaume-Uni, c'est une autre histoire. Et ce n'est évidemment pas la même situation, car la position du Reform Party, celle de Nigel Farage sur le conflit en Ukraine, est un peu plus floue. Mais au moins, ce serait un changement politique majeur. Il y a soudainement la possibilité, si les choses restent en l'état, que le Parti de la Réforme surgisse de nulle part pour remporter le gouvernement au Royaume-Uni, ce qui serait un moment charnière sur le plan politique pour eux. Mais ils se trouvent dans une très mauvaise situation politique et économique au Royaume-Uni, et ils sont encore largement dans le déni à ce sujet. Ce qui, je suppose,
en dit long sur leur mentalité politique, leurs médias et tout le reste. Leur situation n'est pas bonne. Et je suis sûr, compte tenu de ce qu'ils ont déjà vanté et affirmé, que ces attaques en mer Noire qui viennent d'avoir lieu ont été menées sous leur direction, car ils ont essentiellement été responsables de ce théâtre du conflit et s'en sont vantés, vous savez, et ainsi de suite. Sont-ils toujours à Odessa? Je parle des Britanniques. Oh oui, bien sûr, bien sûr. Je veux dire, la Russie les frappe dès qu'elle peut localiser leur position de manière fiable et tout ça. Mais malgré tout, ils réapparaissent toujours là-bas comme une peste indésirable. On ne peut pas les chasser définitivement. Donc presque certainement à Odessa, oui. C'est tellement compliqué. Oui, ils font face à un effondrement économique et politique chez eux, mais ils continuent à se diriger vers la guerre avec la Russie en mer Noire. C'est insensé, absolument insensé. Mais c'est là où nous en sommes. Nous avons eu des commentaires. Le ministre français de la Défense s'est plaint l'autre semaine que les Français doivent accepter le fait qu'ils pourraient devoir sacrifier leurs enfants pour combattre la Russie. Qu'est-ce que c'est? C'est leur mentalité. L'élite politique européenne, pas le peuple européen, mais l'élite politique européenne, est enragée et avide d'une guerre avec la Russie qu'elle n'a actuellement aucun moyen de gagner. Ils vivent dans une sorte de fanfiction, un monde parallèle, à la fois étrange et très dangereux. Cela les rend dangereux, tu sais, pour tout le monde. Bien sûr, au fond d'eux, ils gardent toujours cette idée qu'ils peuvent entraîner les États-Unis dans leur défense, quoi qu'il arrive. Je ne suis pas sûr que ce soit encore forcément vrai. C'est certainement pas totalement fiable sous Trump. Même si le reste du gouvernement américain voulait venir au secours des Européens, il faudrait peut-être écarter Trump pour le faire, ou quelque chose de ce genre. Je ne sais pas quelle est la situation. Tout ce que je peux dire, c'est que si j'étais Européen, je ne compterais pas sur les États-Unis pour venir à leur défense dans un conflit conventionnel avec la Russie et l'Ukraine. Mais c'est pourtant ce qu'ils semblent essayer de faire. Tout le jeu de son pour ta Russie. Ils essayent de rétablir la conscription en Allemagne depuis le début de cette année. Macron parle aussi d'une nouvelle forme de service militaire volontaire. Je veux dire, ils se préparent. Ils ne s'y prennent pas très bien, du point de vue militaro-industriel, disons-le. Je n'ai pas encore vu assez de choses pour pouvoir dire que quelque chose commence réellement à représenter une menace dans cette direction. Ils parlent beaucoup, mais l'argent n'est pas là, et la capacité industrielle non plus. Mais cela ne les empêche pas de parler à toute vitesse, en fantasmant publiquement sur leur envie de faire la guerre à la Russie. Ils sont fous, une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner. Exactement. Comment la Russie gère-t-elle cela? C'est un peu comme dire « Remettez votre petit chien enragé et jappeur en laisse, parce que nous ne voulons pas avoir à l'abattre. » Marc observe ma situation maintenant. Maintenant qu'Israël attaque le Liban, ils ont assassiné l'un. Ils ne peuvent pas attaquer le Liban. C'est impossible. Ils ont un cessez-le-feu avec le Liban, non? Partout, il est censé y avoir un cessez-le-feu, mais ils continuent de se battre entre eux. Essayez de trouver un pays près d'Israël qu'Israël n'a pas bombardé au cours des 2 dernières semaines. Oui, exactement. Il semble que nous ayons appris par les informations que Donald Trump a donné le feu vert à Israël pour attaquer le Liban. Oui. Et Gaza. Il y a 2 jours,
Ils ont envoyé un avion de chasse, violé l'espace aérien irakien, s'approchant des frontières de l'Iran, ravitaillé par des avions américains. Regardez la situation au Venezuela. Regardez la situation au Moyen-Orient, la manière dont les Israéliens se comportent. Regardez comment ils gèrent l'Ukraine. C'est incroyable, le chaos que l'on voit dans l'ensemble. On dirait qu'il n'y a aucune connexion, aucune communication. C'est tellement étrange à voir. Même avec l'administration Biden, du moins au Moyen-Orient, ils imposaient autrefois certaines limites à ce que faisait le gouvernement israélien. Mais ce n'est plus le cas. Le problème avec l'administration Biden, c'est qu'elle est tellement faible. Elle ne fonctionne pas. Son cerveau ne fonctionne pas. Tout le monde le savait. Tout le monde l'a compris. Mais qu'en est-il de l'administration Trump? C'est la même chose. Oui, c'est ça. Je veux dire encore une fois, c'est simplement un manque de politique étrangère cohérente, non? Donc tu vois, on déploie une flotte au large du Venezuela. Et ensuite, on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on va en faire. On veut un changement de régime, mais on ne veut pas de guerre. On veut les pousser dehors. On veut juste exercer une pression. La pression ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas encore, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut faire en sorte que l'opposition se batte pour nous? Non, il ne semble pas assez fort pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose avec l'Iran. Tu sais, les États-Unis, et Israël bien sûr, veulent retourner en guerre avec l'Iran. Mais la réalité, c'est que les États-Unis, et donc Israël, par conséquent, n'ont pas assez de missiles intercepteurs de défense aérienne. Exactement. Ils ont une pénurie critique de ces systèmes. Cela a été reconnu ouvertement. Et l'Iran dispose désormais d'une capacité de frappe à longue portée bien trop importante avec ses missiles et ses drones. Donc ils doivent pouvoir s'en défendre, n'est-ce pas? Les bases militaires américaines à travers le Moyen-Orient, Israël, c'est pour cela qu'ils ont dû se retirer lors du dernier conflit, parce que Israël commençait à se faire pilonner. Le conflit se transformait en une guerre d'attrition à coups de frappe à longue portée. Et cela tournait à l'avantage de l'Iran, non? Alors, ils ont bombardé quelque chose et déclaré un cessez-le-feu, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai eu du mal à croire qu'ils iraient en guerre contre l'Iran cette fois-là, parce que je connaissais ce talon d'Achille, la pénurie de missiles intercepteurs de défense aérienne. Et au final, c'est pour ça que je pense qu'ils ont arrêté, non? Parce qu'ils se sont heurtés à un mur. Ils espéraient pouvoir réussir un changement de régime avec des frappes de décapitation et des agents du Mossad sur le terrain à Téhéran. Et ça n'a pas marché. Je suis sûr que c'est sur ça qui compte au Venezuela. Oui, la CIA qui cherche à coopter, soudoyer, faire chanter des généraux et des responsables politiques vénézuéliens, ce genre de choses. Jusqu'à présent, je veux dire, ils sont stationnés au large depuis quelques mois et n'ont rien fait. Donc peut-être qu'ils n'obtiennent pas assez d'appui au sein de l'armée vénézuélienne pour y parvenir. Je ne sais pas. Ils l'ont fait en Syrie. Ils l'ont fait entièrement en Syrie, n'est-ce pas? Les Syriens, les Russes et les Iraniens étaient tous préoccupés par d'autres choses. Un échec total du renseignement. Et peut-être que les services secrets turcs ont pris les devants. Mais je suis sûr que les Américains et les Britanniques étaient impliqués dans une certaine mesure. L'ensemble de l'armée syrienne, ou 90% d'entre elles, a été achetée, récupérée, soudoyée, victime de chantage, peu importe, et a déposé les armes. 15 000 combattants d'Al-Qaïda ont submergé une armée syrienne de 200 000 soldats en moins de 2 semaines. Et après la première semaine, la Russie a cessé de bombarder pour les défendre, car à ce stade, c'était déjà inutile. Et maintenant, nous nous retrouvons dans cette situation inconfortable, des discussions, et nous avons un Al-Qaïda reconnu, un ISIS, un nouvel État islamique en Syrie reconnu par les États-Unis et les Nations Unies.
et il est même allé à Moscou pour parler à Poutine. Ce qui, je dois l'admettre, représente un peu trop de realpolitik pour que je le digère facilement, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, ouais, je ne sais pas ce que font les États-Unis. Je ne pense pas qu'ils aient une politique étrangère cohérente. Ils veulent atteindre des objectifs qu'ils ne sont tout simplement pas capables d'atteindre. Trump a parlé plusieurs fois du Nigeria, disant qu'il voulait envoyer des troupes, armes à la main, au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique. Je suis complètement abasourdi, tu sais, par l'incohérence de leur politique étrangère. Ils disent vouloir mettre fin à la guerre en Russie pour pouvoir se tourner vers la Chine. Mais au lieu de ça, ils s'enlisent au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, et maintenant potentiellement en Russie, peut-être même en Afrique aussi. C'est vraiment très étrange. Et maintenant, ils ont leur nouvelle petite créature de compagnie au Japon, cette Takeichi, la nouvelle première ministre, qui se lance dans toutes sortes de discours belliqueux envers la Chine. Et puis la Chine qui passe un coup de fil à Xi. C'est tellement étrange que Donald Trump doive l'appeler et lui dire « Calme-toi, calme-toi ». Oui, je veux dire, c'est ce qui paraissait dans les gros titres de la presse occidentale. Trump disant au Japon, leur petit chien jappeur du Pacifique, de baisser le ton sur Taïwan parce qu'on a cet accord commercial et que les Chinois nous tiennent un peu à la gorge avec les terres rares et tout ça. Donc, tu vois, c'est cette administration, enfin, la précédente était déjà assez mauvaise, non? L'administration Blinken-Sullivan soutenant celle de James Biden. Mais au moins, il y avait plus de cohérence et un certain degré de professionnalisme supérieur par rapport à ce qu'on voit avec l'administration Trump. Et bien que normalement, on puisse se réjouir de l'extérieur de voir une politique étrangère américaine incohérente et ce manque de compétences professionnelles. D'un autre côté, cette imprévisibilité, cette instabilité, Poutine en avait parlé. Il disait qu'il valait mieux pour nous avoir un adversaire fiable, quelqu'un dont on sait ce qu'il va faire, plutôt que cette bombe Trump complètement chaotique qui pourrait exploser n'importe où dans les 15 prochaines minutes. Il est très difficile d'élaborer des plans de secours dans ces conditions. Donc oui, le monde traverse un moment très étrange, géopolitiquement tendu. Qui sait où Trump va s'emporter ensuite? Et plus il se heurte à la frustration, à l'impossibilité d'agir, plus il devient dangereux. Je crois qu'il regarde maintenant du côté du Venezuela, au moins en partie, parce qu'il n'a pas réussi à obtenir ce qu'il voulait avec la Russie. Il a échoué à provoquer un changement de régime en Iran. Et la Chine est aujourd'hui tellement hors de portée des capacités américaines qu'ils préfèrent faire comme si tout ce qui s'y passe échappait à leur influence directe, ce qui est effectivement le cas. Alors, le Venezuela apparaît comme une cible facile. Il semble qu'il n'aurait pas besoin d'un grand nombre de missiles intercepteurs de défense aérienne pour s'en prendre au Venezuela, pour renverser le Venezuela. Certes, le Venezuela peut compter sur des milices irrégulières, avec tout le monde ou presque armé, mais ils n'ont pas les gardiens de la révolution. Ils n'ont ni les missiles, ni les drones, ni la capacité de frappe à longue portée de l'Iran. Donc je pense qu'en fin de compte, mais évidemment, même ces fruits faciles à cueillir, maintenant qu'ils s'en approchent, sont un peu plus hauts qu'ils ne le pensaient. Sinon, on aurait déjà vu les choses bouger. Maintenant, on ne sait pas. Je veux dire, Trump aurait soi-disant déclaré l'espace aérien au-dessus du Venezuela fermé. Comment fait-il ça? J'imagine que c'est parce que tout le monde a peur qu'il commence à abattre des avions, comme il a fait couler des bateaux ces derniers mois. Oui, je veux dire, ça me ferait peur aussi, et je ne voudrais pas risquer mes avions. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est sur le point d'attaquer, ou est-ce simplement une autre forme de campagne de pression? On a entendu dire que Maduro et Trump, au cours des dernières 24 heures,
avait eu un appel téléphonique secret. Enfin, pas si secret que ça, non? Mais ensuite, cette annonce concernant l'espace aérien. On dirait que cette conversation ne s'est pas très bien passée. Je suis sûr que Trump a dit à Maduro, « Hey, sors de là, va en Russie, va en Chine, peu importe. Nous ne voulons pas de toi dans notre hémisphère. » Évidemment, Maduro n'a pas accepté cela, sinon je pense qu'on en aurait déjà entendu parler. Donc, la balle est de nouveau dans le camp de Trump. Mais que se passe-t-il maintenant? Je ne sais pas. Si les États-Unis sont déterminés à un changement de régime au Venezuela, il y a très peu de chances que s'ils y sont vraiment déterminés, cela n'arrive pas. La gouvernance du Venezuela après coup, c'est toujours le processus compliqué. C'est la construction nationale qui vient ensuite, qui est toujours la partie la plus difficile. Ça va pas être aussi simple, Mark. Je pense, à mon avis, que cela va détruire la présidence de Trump lors de son second mandat. Ils ne vont pas. Il est difficile d'argumenter contre cela, étant donné que même aux États-Unis, l'opinion publique y est opposée. Et les États-Unis finiront par être entraînés dedans, en envoyant des troupes sur le terrain, qu'ils pensent pouvoir s'en passer ou non. Finalement, ils ne le pourront pas. Et le prix du pétrole va s'envoler, ce qui aura un impact sur les véritables perspectives de Trump pour les élections de mi-mandat. Il y a tellement de complications à tout cela. Je me demande juste, comment Trump peut-il faire marche arrière à ce stade, non? Après avoir déployé cette immense flotte, et alors que tout le monde sait ce qu'il fait vraiment, peu importe ce qu'il dit à propos de la drogue. Maintenant, Trump a déjà fait volte-face à 180 degrés à maintes reprises, n'est-ce pas? Donc je suppose qu'il pourrait faire n'importe quoi, parce que c'est Trump. Mais cela va quand même le placer dans une situation embarrassante. Donc il est difficile d'imaginer qu'il ne fasse rien. En fin de compte, si vous êtes en Russie ou en Chine et que vous êtes un réaliste de la réelle politique au sang-froid, vous voyez la possibilité que les États-Unis s'enlisent dans un conflit au Venezuela, ce qui retournerait encore davantage le reste du Sud global contre eux. Et cela pourrait avoir des répercussions énergétiques qui nuiraient très gravement aux États-Unis sur le plan intérieur. Oui, évidemment, la Russie et la Chine ont un gouvernement ami au Venezuela et ils savent que le pays possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole. Et ils ne veulent pas que le gouvernement vénézuélien soit renversé par les États-Unis. Mais d'un autre côté, si les États-Unis y vont, ce n'est pas comme s'ils pouvaient vraiment les en empêcher. Il se peut bien sûr que les États-Unis subissent des retombées beaucoup plus désagréables que ce à quoi ils semblent s'attendre. C'est du moins ainsi que je le perçois du point de vue russo-chinois. Du point de vue chinois, la poursuite du conflit en Ukraine constitue le meilleur résultat possible pour eux, car les États-Unis et l'Occident en général continuent de gaspiller leurs ressources au lieu de réellement se réorienter pour affronter la Chine de l'autre côté du Pacifique. Cela leur donne encore 5 ou 10 ans pour renforcer leurs capacités, au point que les États-Unis n'oseraient même plus en rêver. Je crois déjà que la Chine a largement dépassé les capacités américaines dans le détroit de Taïwan et en mer de Chine méridionale, mais cela accentuerait encore cet écart, au-delà de tout ce que pourraient imaginer les Américains les plus téméraires. Nous avons déjà vu le RAND publier un rapport disant « Hey, peut-être qu'on ne devrait pas abandonner cette idée de confinement et de conflit et réfléchir à la manière dont nous pourrions coexister avec la Chine. » Et puis, quelques mois plus tard, ils l'ont retiré sous la pression, parce qu'apparemment, il n'est même pas permis de dire cela. C'est d'un humour noir maladif. Ça me fait rire jaune. Je ne sais pas pour toi, mais les États-Unis sont dans un état de surexpansion impériale hégémonique à ce stade. Et ils n'ont toujours pas. Enfin,
Tu sais, on pensait que l'administration Trump avait fini par comprendre le coût de l'hégémonie et de la primauté, et qu'elle essayait au moins de faire les choses autrement, sinon d'y mettre fin. Le nouveau FAP sans se produire. Non, ils ne font pas ça. Ils sont complètement incohérents, partout à la fois, intervenant ici, pensant à intervenir là-bas, sans vraiment abandonner celle-ci. C'est absolument chaotique. Je suis sûr, dites-le moi dans les commentaires, les gars. Mais s'il reste encore quelqu'un qui croit au jeu d'échecs en 5D version Trump, dites-le moi, parce que j'ai un pont en Crimée à vous vendre. C'est incohérent, c'est incompétent, et cela peut être dangereux. Quant à la politique étrangère de l'administration Trump, eh bien, il n'y en a pas. Il y a la réaction de Trump sur 15 minutes, puis l'État profond qui, en général, riposte contre lui. En fait, nous avons appris la même chose. Vous savez, nous avons entendu le ministre iranien des Affaires étrangères dire qu'ils étaient parvenus à un accord à 3 reprises avec l'administration Trump et qu'à chaque fois, il avait été d'une manière ou d'une autre saboté par quelqu'un à Washington. Je ne sais pas. Diplomatie incapable. Je l'ai dit. Vous savez, avec la Russie, c'est pareil partout. Tout le monde doit composer avec elle. La Corée du Nord doit se dire « Oh, je suis tellement content qu'on n'ait plus à parler à ces fous. Laissons les autres s'en occuper. Nous avons maintenant la Russie. Nous n'avons plus besoin de flirter avec les États-Unis. » Diplomatie incapable. À cela s'ajoute une primauté de plus en plus incapable. Encore une fois, c'est une situation désespérée. Oh, car ils n'ont pas encore accepté la diminution de leur puissance à cet égard. Et cela peut les pousser à faire des choses stupides, désespérées et risquées. Et vous savez, ce n'est qu'une question de temps avant que la bombe du chaos n'explose quelque part. Je sais que Rubio adorerait qu'elle explose au Venezuela. C'est ce que merci beaucoup, Marc, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. C'est toujours un plaisir de bavarder avec toi, Nima, parce que c'est exactement l'impression que j'ai eue. Ouais, à bientôt, Marc. À bientôt. Au revoir.